Coucou, bienvenue à tous, ici Gia, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, avant d'entamer la vidéo, je voudrais prendre quelques secondes pour vous remercier d'avoir été aussi positif dans les commentaires, et pour ceux aussi qui m'ont parlé du son, je vous remercie aussi parce que concrètement vous m'avez aidé à me rendre compte que j'avais un problème. J'espère pouvoir le régler sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à me faire des retours s'il y a encore des soucis. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une histoire sur l'île de Staten Island, près de New York. Comme je vous l'ai dit, vous connaissez certainement une partie de l'histoire, bien que dans la plupart des vidéos françaises, j'ai pas vu tous les cas de disparition dont je vais parler, donc on sait jamais, n'hésitez pas à la regarder, peut-être que je vous apporterai des détails que vous n'avez pas encore. Alors si vous êtes prêts, penchons-nous aujourd'hui sur les disparus de Staten Island. Pour commencer, je vais vous parler d'un lieu dont vous avez certainement déjà entendu parler qui s'appelle Willowbrook. Willowbrook était à la base un hôpital pour tuberculeux. Certains voulaient faire de cet emplacement un hôpital pour les vétérans handicapés, mais le gouverneur de New York de l'époque a décidé d'en faire un institut pour les handicapés mentaux. À la base, ça devait être plus une école qu'un institut psychiatrique, entre guillemets. Donc, en octobre 1947, 20 patients d'autres institutions viendront s'installer à Willowbrook. C'est comme ça que l'hôpital ouvrira. Cette école a une capacité de 4000 patients. Donc, pour l'instant, ça va encore. Mais très vite, l'institut sera surchargé et le personnel viendra à manquer. En 1955, soit 8 ans après l'ouverture de Willowbrook, on en arrivera à la pleine capacité de l'institut, c'est-à-dire 4000 personnes. Ce qui explique cette surpopulation aussi rapide, c'est le fait que dans les années 1950, les prêtres et les médecins conseillaient aux familles qui avaient des enfants handicapés de les placer afin qu'ils aient une meilleure éducation. En effet, à cette époque-là, les parents avaient très peu de revenus et on conseillait donc aux parents de les placer afin que la charge financière ne soit pas trop forte pour la famille. Et oui, parce qu'à Willowbrook, l'école était quasiment gratuite. Forcément, ça a poussé beaucoup de parents à installer leurs enfants à Willowbrook. À partir de 1955, quand la pleine capacité est atteinte, un autre problème se pose à Willowbrook. Ce problème, l'hépatite A. Au bout de 6 mois maximum après leur arrivée à Willowbrook, tous les patients sont atteints d'hépatite. C'est-à-dire que 100% des patients ont l'hépatite A. En 1969, Willowbrook atteint une capacité de 6200 patients, ce qui veut dire 2200 patients au-dessus de sa capacité maximum. Ça en fait le plus grand hôpital du monde, mais malheureusement un hôpital très peu réputé, étant donné que cet hôpital est aussi réputé pour être déplorable au niveau des soins. Et je l'appelle hôpital, car en réalité c'est devenu un hôpital psychiatrique plutôt qu'une école, car à cause de la surpopulation de l'endroit, il n'y a pas assez de personnel, et donc pas d'école, ils n'ont pas le temps. En réalité, la situation est catastrophique. Il devrait y avoir un soignant pour 4 patients. Le ratio est de 1 soignant pour 20 à 30 patients. Et ça peut atteindre un soignant pour 70 patients. Vous imaginez le temps qu'elles ont pour s'en occuper, c'est ridicule. Tout aurait pu s'arrêter en 1969 quand Robert Kennedy viendra visiter l'institut et qu'il la qualifiera de pire qu'une fosse à serpents. Il a fait un discours dans lequel il expliquait la situation et disait qu'il allait allouer des fonds à Willowbrook afin d'essayer de régler la situation. Malheureusement, ces budgets furent retirés par le ministère et le gouvernement et à ce moment-là, 800 employés furent renvoyés quasiment du jour au lendemain. Donc rien ne changea pour l'instant dans l'institut, le cauchemar continua pour les plus de 5000 patients. Mais on est en 1972 et tout va bientôt changer. Car cette année-là, un docteur appelé Michael Wilkson, qui a travaillé pendant 2 ans à Willowbrook en étant totalement impuissant face à la situation, décidera de rentrer en contact avec un jeune journaliste du nom de Geraldo Rivera, qui a à l'époque 29 ans. À ce journaliste, il lui donnera une clé. Et avec cette clé, Geraldo Rivera va pouvoir rentrer à l'intérieur de Willowbrook en totale clandestinité avec une caméra, et il va entrer dans le bâtiment 6. Ce qu'il va filmer là-bas va changer la face de la psychiatrie dans tous les États-Unis. Les images que vous allez voir maintenant sont celles qui ont été filmées
à Willowbrook. À cette époque-là, il y avait 5400 patients. Donc on est encore au-dessus de la capacité maximum de 1400 patients. Donc forcément, c'est toujours le même problème. Concrètement, Willowbrook, ça ressemble plus à une prison et pour les patients et pour les soignants. Et encore, en prison, les prisonniers ont 7 mètres carrés, ce qui est censé être prévu aussi pour Willowbrook, mais c'est tellement surchargé qu'ils en sont à 3 mètres carrés par patient. Autrement dit, pas de place pour les affaires personnelles. Il n'y avait que 1 toilette pour 70 patients, et ces toilettes étaient partagées aussi par le personnel soignant, ce qui explique l'hépatite galopante dans tout l'institut, autant auprès des patients qu'auprès des soignants. L'hôpital était très sale, car les patients étalaient leurs excréments sur les murs, et malheureusement, par manque de personnel, personne n'avait le temps de nettoyer. Les patients, par manque de budget, n'avaient pas tous un lit. Certains dormaient à même le sol, certains sur des matelas posés par terre et d'autres sur les sièges qui normalement étaient là pour la journée. Encore pire, les vêtements manquaient à Willowbrook, c'est-à-dire que tous les patients n'étaient pas habillés faute de vêtements. Quand l'un d'eux se salissait et qu'il fallait le changer, vu qu'il n'y avait pas assez de vêtements, il y en a qui restaient nus. 60% des patients ne savaient pas faire leur toilette seuls. Et malheureusement, encore une fois, par manque de personnel, les toilettes n'étaient pas faites tous les jours, ce qui fait que l'odeur qui régnait à Willowbrook était atroce. Quand Geraldo Rivera a passé la porte de Willowbrook, il a dit que la première chose qui l'avait réellement frappé, c'était l'odeur. Une odeur de maladie, d'excréments et de mort. 64% des patients ne savaient pas se nourrir seuls. La technique utilisée à Willowbrook était de tremper les aliments dans de l'eau ou du lait, afin de ramollir les aliments et de pouvoir leur faire ingurgiter ça en 3 minutes. Normalement, il leur fallait un temps normal pour déjeuner, comme vous ou vos enfants, de 20 à 30 minutes. Là, on avait 3 minutes par patient. Ce qui fait qu'il y a même un enfant qui a été nourri maladroitement avec de la nourriture dure au lieu de molle. Il a commencé à s'étouffer, on a voulu le sauver, et par manque de moyens, le matériel était abîmé et pas remplacé. Du coup, l'enfant n'a pas pu être sauvé. En réalité, il n'y avait pas d'école à Willowbrook et pas d'activité pour les patients, ce qui fait que les patients déambulaient sans but réel toute la journée ou alors étaient prostrés dans un coin. Certains même devenaient agressifs et il n'y avait personne pour les contrôler. C'est même allé plus loin. En réalité, depuis 1947, donc à l'ouverture de Willowbrook, les plus forts s'en sont pris aux plus faibles et vu qu'il n'y a personne pour les arrêter, les agressions intimes et les coups sont devenus courants. Ces agressions étaient commises par des patients, mais aussi par certains membres du personnel soignant. Là-bas, il y avait 2 catégories de soignants. Les bons, qui malgré la charge de travail, venaient quand même travailler tous les jours pour 2 $ par semaine, parce qu'ils ne pouvaient pas laisser les enfants dans un endroit pareil, livrés à eux-mêmes, en étant OK avec leur conscience. Du coup, malgré les conditions, ils venaient travailler. Et il y avait la 2e catégorie de soignants qui, eux, profitaient du chaos général pour s'adonner à leur penchant pervers. Et par-dessus tout ça, il y avait le docteur Saul Krugman. Avant de vous dire ce qu'il a fait, cet homme-là, je dois vous annoncer quand même qu'il n'a jamais été puni pour ses actes, car quand tout sera révélé sur ses horreurs, il sera déjà décédé. Ce gars-là a fait des expériences sur les gosses de Willowbrook. C'est-à-dire qu'il voulait étudier l'hépatite et qu'il s'est servi des enfants qui étaient à l'Institut de Willowbrook comme cobayes, vu que là-bas, l'hépatite était de partout. Donc, il a fait signer des autorisations aux parents en leur disant qu'il allait soigner les enfants et en réalité, il leur a filé l'hépatite A. Le premier groupe vivait déjà à Willowbrook. Les chercheurs ont injecté à la moitié du groupe des anticorps et à l'autre groupe, non. Et ensuite, ils ont étudié la différence d'immunité entre les 2 groupes. Pour le deuxième groupe, les chercheurs ont pris des enfants qui venaient d'arriver à Willowbrook et qui n'étaient pas encore contaminés avec l'hépatite A. Ils ont donné des anticorps à tous ces enfants, donc jusque-là, tout va bien. Et ensuite, ils ont pris la moitié de ces enfants et ils les ont infectés avec l'hépatite A pour voir s'ils allaient être immunisés ou non. Et pour les infecter à l'hépatite A, vous imaginez même pas ce que le docteur Saul Krugman a eu comme idée. L'hépatite A, ça se trouve dans les selles, dans les excréments. Donc il a pris des milkshakes, il a pris des excréments de patients qui étaient internés à Willowbrook et il a mélangé le tout et les a ensuite donnés aux enfants. C'est comme ça qu'il les a infectés. Voilà ce que c'était Willowbrook, un enfer.
Robert Kennedy, quand il est passé, ne voulait pas fermer l'hôpital car il savait qu'il allait mettre beaucoup de parents dans le pétrin car financièrement ils n'allaient pas suivre. Mais arrivé en 1972, quand le reportage est sorti, ça a été terminé pour Willowbrook. En 1975, un juge a signé sa fermeture. Il a décrété que tout ce qui s'était passé était extrêmement grave et qu'il fallait que l'institution soit fermée. De 1975 à 1987, l'institution restera ouverte pour 250 patients qui n'avaient pas pu être placés. Mais en 1987, elle fermera définitivement ses portes, heureusement. Et ce lieu aura un lien avec l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Autour de Willowbrook, il y avait aussi une légende urbaine qui avait le nom de Cropsey. Dans les années 70, les parents ont commencé à raconter à leurs enfants que s'ils n'étaient pas sages et n'allaient pas se coucher ou alors osaient sortir la nuit de leur demeure, Cropsey viendrait les chercher. Cropsey était un homme évadé d'un hôpital psychiatrique avec un crochet au bout d'une main. Et les parents disaient à leurs enfants que Cropsey les observait à travers la fenêtre ou les attendait dans une ruelle sombre et que s'il les attrapait, il enfoncerait son crochet dans la chair des enfants pour les entraîner sous les tunnels de Willowbrook. Cropsey attaquait la nuit et principalement les enfants. Et c'est vrai qu'à Staten Island, il y a bien des tunnels un peu de partout et une forêt de plusieurs hectares. Les gamins avaient tous très peur de Cropsey, que ce soit sur Staten Island ou à New York. Il est sûr qu'une légende pareille doit vous aider à rester à la maison la nuit. Je pense que les enfants n'avaient pas vraiment envie de désobéir. Mais en grandissant, ces mêmes enfants ont appris qu'il y avait bel et bien des disparitions sur Staten Island et que donc la légende qu'ils croyaient n'être qu'une légende en grandissant était en fait réelle. C'est comme si le monstre sous le lit dont certains d'entre nous ont certainement eu peur devenait réel. Notre Cropsey s'appelle en réalité André Rand. Il est né à New York en 1944, le 11 mars, sous le nom de Frank Rochman, mais il a changé de nom sans qu'on sache pourquoi. Il a grandi à Manhattan avec sa famille, composée de son père, sa mère et sa sœur. Il a eu quelques problèmes de développement au début de son enfance, ce qui fait qu'il a été raillé par ses camarades et ce qui a sûrement influencé sa façon de penser plus tard. Au début de son adolescence, son père décède. Rand reste donc avec sa mère et sa sœur. Malheureusement, sa mère a des problèmes psychiatriques et sera très vite internée dans un hôpital. De 1966 à 1968, Rand travaillera à Willowbrook comme concierge, de ses 22 à ses 24 ans. Et il est là le lien avec l'hôpital de l'horreur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que comme je vous l'ai dit, dans cet hôpital, il y a les bons employés et les pourritures. Et forcément, notre Rand sera une pourriture. Là-bas, en travaillant à Willowbrook, il se découvrira un penchant pour les enfants. Et en 1968, suite à une coupe budgétaire, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, Rand sera renvoyé de l'hôpital et finira donc SDF. Il ira à ce moment-là se réfugier dans la forêt qui fait, comme je vous l'ai dit, plusieurs hectares et se fabriquera plusieurs cachettes. Il se servira aussi des tunnels qui sont situés sous l'hôpital pour pouvoir s'abriter. Bien sûr, maintenant qu'il n'est plus à Willowbrook et qu'il n'a plus accès à des victimes aussi facilement, il va falloir qu'il aille les chercher lui-même. Donc, à 25 ans, en mai 1969, il tentera d'agresser une jeune fille de 9 ans dans le Bronx. Heureusement, la demoiselle va réussir à s'échapper et préviendra la police. Il sera attrapé par les policiers, jugé et fera 16 mois de prison. En sortant de prison, Rand fera comme avant d'être en prison, il ira à Staten Island pour y habiter dans ses caches et ses tunnels. Par contre, la prison lui a appris quelque chose. La prison lui a appris qu'il faut être discret, et donc il décide que la prochaine fois qu'il fera une victime, il la fera disparaître. Comme ça, pas de procès. Et en effet, il y a malheureusement l'embarras du choix, avec les hectares de forêt qui l'entourent et tous les tunnels. Malheureusement, Staten Island, c'est un endroit parfait pour jeter un corps. Et donc, de 1971 à 1987, il y aura énormément de disparitions dans la région de Staten Island, et beaucoup de ces disparitions concerneront des handicapés mentaux, comme ceux qui l'agressaient à Willowbrook. Et toutes celles dont je vais vous parler sont reliées à Rand d'une façon ou d'une autre. La plupart de ces disparus ne seront jamais retrouvés.
Alice Pereira naît le 1er octobre 1966 à Manhattan. Elle vit avec sa mère et son frère au bloc 600 Tysons Lane à Staten Island. Ses parents ayant divorcé, son père, lui, s'est installé à Manhattan. On est en été, on est le 7 juillet 1972. Il fait beau, il fait chaud. Alors les enfants demandent à leur maman s'ils peuvent sortir jouer juste en bas de l'immeuble. La maman, bien sûr, répondra oui. Alors les enfants descendent et retrouvent des copains à eux pour jouer en bas. À un moment, le grand frère d'Alice s'éloignera d'elle quelques minutes et il la laissera en compagnie des autres enfants. Mais quand il reviendra, Alice n'est plus là et personne ne sait où elle est. Alors à 15h30, il va monter chercher sa mère pour la prévenir. Sa maman décide de ne pas paniquer tout de suite et se dit que Alice a pu partir avec un ami à elle faire un tour du bâtiment et qu'elle va vite revenir. Mais au bout d'une demi-heure, ne voyant pas sa fille de 5 ans rentrer à la maison, la maman va elle-même descendre et faire le tour du bâtiment, des blocs, du parc pour voir si sa fille n'y est pas. Malheureusement, elle ne la trouvera pas. Alors paniquée, car ça fait plus de 3 heures maintenant qu'Alice a disparu, la maman va enfin appeler la police. La police arrive donc et fouille les environs du bloc 600 à la recherche d'Alice. Ils interrogent aussi les enfants qui étaient présents ainsi que son frère, mais tous étant très petits, ils se contredisent tous. Les enquêteurs lancent alors un avis de recherche. Alice fait 1,20 m et pèse 16 kg. Elle a les cheveux noirs et de beaux yeux noisettes. Ce jour-là, elle portait un short avec des boutons dorés, un t-shirt rouge et des baskets rouges. La police de New York pensera d'abord à un enlèvement familial par le père. Ils iront voir le père de Alice, enquêteront sur lui, l'interrogeront, mais ils le sortiront vite de la liste des suspects. Par contre, ils transmettront le dossier au FBI, car ils pensent quand même à un enlèvement familial, mais un enlèvement familial un peu plus lointain, dans un autre pays. En effet, Alice a de la famille en République dominicaine et à Porto Rico, ce qui fait que le FBI ira jusque là-bas pour vérifier si la petite ne serait pas chez quelqu'un de sa famille. Malheureusement, après enquête, elle n'y sera pas trouvée. Il y aura aussi un autre suspect sur cette affaire. Ce suspect, c'est Rand, qui a maintenant 28 ans. Rand travaille effectivement à ce moment-là au bloc 600, le même bloc qu'Alice, en tant que peintre en bâtiment. Et forcément, les enquêteurs vont vérifier son casier et se rendre compte qu'il a déjà tenté d'agresser une fillette de 9 ans et donc enquêter sur lui. Malheureusement, aucune preuve ne sera trouvée, donc Rand sera laissé tranquille. La maman d'Alice finira par déménager du bloc 600 de Tysons Lane. Par contre, sa grand-mère, Frances Dandadiarena, elle est restée au même endroit. En effet, elle habitait elle aussi au bloc 600 et elle a choisi de rester exactement au même endroit au cas où si Alice reviendrait. Elle a aussi gardé le même numéro de téléphone. Malheureusement, Alice a disparu en quelques minutes et on n'a jamais retrouvé son corps. Audrey-Lynn Nuremberg est née le 24 septembre 1958. Elle a 18 ans donc et vit avec ses parents. Elle a quelques problèmes de santé depuis ses 15 ans car elle a dû être hospitalisée en institution psychiatrique pendant 3 ans, de ses 15 ans donc à ses 18 ans, car elle entendait des voix et avait des hallucinations visuelles comme auditives. Elle a donc été internée à l'hôpital de King County à Brooklyn et ils ont réussi à trouver le médicament adéquat à sa maladie qui est en réalité la schizophrénie, ce qui la rend légèrement paranoïaque malheureusement. Ce médicament est la thorazine. Elle en prend à des doses assez grosses, mais ça a stabilisé sa maladie. Et elle a donc pu sortir. Le 4 juillet, elle va à Staten Island avec sa famille au théâtre Jerry de Mariners Harbors Avenue, qui se situe malheureusement près du campement de Rand à ce moment-là. Audrey a sûrement rencontré Rand au moment où elle est allée fumer une cigarette, car en effet elle était fumeuse. Elle avait à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, 18 ans et Rand en avait 33. Il aurait très bien pu l'approcher sans trop qu'elle se méfie, en lui grattant une cigarette ou du feu. Et ils auraient donc pu se rencontrer à cette occasion. Le lendemain, le 5 juillet, Audrey dit à sa mère qu'elle part acheter des cigarettes. Ce jour-là, il fait un record de chaleur. En effet, ce mois de juillet est extrêmement chaud, alors Audrey enfile un petit short, un top coat bleu, met des sandales en plastique et prend un petit sac à main marron avec elle. Et à 14 h, elle part s'acheter ses cigarettes. Quelques heures plus tard,
la mère d'Audrey recevra un appel d'un homme qui lui dira qu'il a kidnappé sa fille et qui lui rendra si les parents consentent à lui donner le plus d'argent possible. Il dira aussi qu'il rappellera plus tard, histoire de laisser le temps aux parents de rassembler une somme assez conséquente. Il ne rappellera jamais. Là aussi, le FBI interviendra 3 heures après la disparition de Audrey, mais ils ne trouveront rien. Ils essayeront de retracer l'appel, mais malheureusement n'en seront pas capables puisque l'appel venait en réalité d'une cabine téléphonique et est donc intraçable. Audrey n'a pas pu disparaître seule car à cause de sa maladie, elle a beaucoup de mal à organiser ses idées. Audrey n'allait pas à l'école et n'avait donc pas beaucoup d'amis, ce qui fait que peu de gens auraient pu la cacher si elle avait voulu partir intentionnellement. Ce qui fait aussi poser la question du départ volontaire, c'est le fait que Audrey soit partie sans sa thorazine qui lui était pourtant indispensable si elle voulait éviter les hallucinations qui lui empoisonnaient la vie. Si elle avait dû partir, elle serait partie avec son médicament, elle avait réellement beaucoup de mal à vivre sans. Elle n'a pas pu se perdre non plus, vu que le tabac était à quelques mètres de chez elle et qu'elle avait malheureusement, en tant que fumeuse, beaucoup l'habitude d'y aller. Alors un guet-apens ? Les parents pensent que la personne qui les a contactés pour leur dire qu'il avait kidnappé leur fille les connaissait et que c'est l'arrivée du FBI qui l'a fait fuir et que c'est pour ça qu'il n'a pas rappelé. Ou alors, Audrey avait rendez-vous avec quelqu'un au moment où elle est partie de chez elle et ne l'a pas dit à ses parents car il s'agissait tout simplement d'un homme et que ses parents auraient forcément dit non. La jolie brune aux cheveux bouclés ne faisait qu'1,65 m pour 68 kg. Elle était donc extrêmement facile à maîtriser. Staten Island est grande et il y a beaucoup de forêts, donc peu de témoins. Audrey, elle non plus, ne sera plus jamais revue et son corps non plus ne sera jamais retrouvé. On en arrive maintenant au cas de Ethel Atwell, qui avait 42 ans et qui travaillait à Willowbrook en tant qu'infirmière. C'est une jolie femme d'1,70 m pour 70 kg. Elle a les cheveux marrons, les yeux marrons et les oreilles percées. Ce jour-là, elle a revêtu une belle blouse bleue, des chaussures noires et une petite veste fine avec des boutons. Elle partira de chez elle à 5h30 du matin, car elle commence à 6h à Willowbrook. À 6h02, un appel sera passé de l'institut par 2 employés travaillant au bloc 47, le même bloc que Ethel. En effet, ces 2 employés auraient entendu des cris qui venaient du parking du bâtiment 47, celui où Ethel venait de se garer. Les 2 employés diront aux policiers qu'elles ont entendu Ethel crier « Non, non, je ne vous suivrai pas, vous allez me battre » et un homme lui répondre « Viens par ici, viens par ici ». En arrivant sur le parking, les policiers retrouveront devant la voiture d'Ethel qui était fermée à clé, une chaussure noire, 3 boutons qui proviennent certainement de sa blouse et une dent qui appartenait à son dentier, car Ethel avait un dentier. Ils entamèrent des recherches et fouillèrent tout l'hôpital de Willowbrook. Des chiens pisteurs ainsi que des hélicos seront appelés en renfort afin de survoler au mieux la zone. Mais aucune trace d'Ethel depuis ce 24 octobre 1978. Un portrait robot sera réalisé grâce aux 2 infirmières qui travaillaient dans le bloc 47 et qui ont appelé la police. En effet, elles ont quand même pu voir une partie du visage de l'agresseur et ont pu faire une description correcte. À force de recherche, ces clés furent retrouvées à 20 mètres de sa voiture, jetées dans la forêt de Staten Island qui entoure Willowbrook. Cette infirmière ne sera jamais revue et son corps jamais retrouvé. Quelques mois avant la disparition d'Ethel, une autre employée du bloc 47 a elle aussi disparu mystérieusement. Nous sommes le 20 juillet et Shin Lee était censée aller au travail elle aussi, tout comme Ethel. Malheureusement, elle n'arrivera jamais à son travail et elle sera portée disparue. Elle a disparu dans les mêmes conditions qu'Ethel. On la retrouvera quelques semaines après sa disparition, le 6 août 1978, dans la forêt de Staten Island, dans une tombe peu profonde. Malheureusement, la pauvre Shin Lee avait été étranglée. Bien plus tard, André Rand sera suspecté pour la disparition de Ethel et le meurtre de Shin Lee. Malheureusement, rien ne sera prouvé. En effet, Edward Rand avait travaillé 2 ans à Willowbrook et il connaissait donc forcément les entrées et les sorties discrètes pour se rendre à l'hôpital sans être vu.
De plus, à ce moment-là, comme vous l'avez compris, il campait dans la forêt de Staten Island. Holly Ann naît le 23 janvier 1974. Elle a donc 7 ans au moment des faits. On est le 15 juillet 1981 et à 21h30, la maman de Holly Ann l'enverra chercher du savon à 2 blocs de là où elles habitent, dans le magasin Port Richmond Daily. Holly part de sa maison habillée d'un short bleu, d'un haut beige et de petites sandales marron. Cette petite brunette aux yeux bleus part donc de chez elle, et sa maman l'attend 15 minutes plus tard car le magasin n'est vraiment pas très loin. Mais Holly Ann ne rentrera jamais. Sa maman, inquiète, appellera la police. Leurs recherches ne donneront rien, bien qu'ils aient eu des témoignages. Certains témoins disent avoir vu la petite Holly Ann monter dans une Volkswagen verte. Mais ces témoins ne seront jamais pris au sérieux par les policiers car ils avaient un casier judiciaire pour consommation de cannabis. Et devinez qui avait une Volkswagen verte à l'époque et qui est-ce qui habitait à Staten Island près de là où Holly habitait? Rand. Le portrait robot sera montré aux témoins et tous diront que effectivement, il ressemble fortement à l'homme qui aurait enlevé Holly. Un mois après l'enlèvement de Holly Ann, sa mère, elle aussi, recevra un coup de téléphone, comme la maman d'Audrey. Au bout du fil, un homme qui dit s'appeler Sol dit qu'il détient la petite Holly Ann et qu'il rendra l'enfant si la maman de Holly Ann consent à le rencontrer afin que le kidnappeur et la maman d'Holly Ann aient des échanges intimes, dirons-nous, que le kidnappeur voudrait filmer en échange de la libération de sa fille. La mère et les enquêteurs, loin d'être bêtes, profitent forcément de la proposition et donnent rendez-vous à l'homme en question à la Penn Station de New York. Malheureusement, l'homme ne viendra jamais. Et le corps de la petite Holly Ann ne sera jamais retrouvé. Sa maman dira qu'elle n'a jamais cru à ce que ce sale racontait au téléphone. Pour elle, sa fille est morte dès le jour de sa disparition. Les parents d'Holly Ann reprocheront aux enquêteurs leur façon d'avoir mené l'enquête, car pour eux, c'est pas normal que les témoins aient été mis de côté sous prétexte d'un casier judiciaire pour consommation de cannabis. Ils estiment que les témoins auraient pu être fiables et que s'ils ont dit avoir vu une Volkswagen verte, c'est que c'était certainement vrai. La police, cependant, elle, niera toute faute sur l'enquête de Holly Ann. Le demi-frère de Holly Ann, en grandissant, deviendra enquêteur détective à la police de New York. On peut imaginer que la disparition de sa sœur à un si jeune âge ait poussé le jeune homme à vouloir lui aussi mener l'enquête. On est maintenant en 1982 et Rand travaille pour une compagnie locale de bus à Staten Island. Ce jour-là, il ira récupérer 11 enfants dans un centre de loisirs local et il devait les ramener chez eux. Au lieu de ça, Rand va les emmener acheter un déjeuner et ensuite, il les emmènera jusqu'au bois de Staten Island, près de l'hôpital de Willowbrook, où il leur dira qu'il veut jouer à un petit jeu de cache-cache. Sur les images que vous voyez défiler, c'est un des enfants qui a été kidnappé qui explique ce qui s'est passé. Il dit qu'à son avis, 11 enfants a été un trop gros morceau pour Rand et qu'il a paniqué, qu'il n'a pas su quoi faire. Il a donc fait remonter les enfants dans le bus sans avoir fait de mal à personne. Il remontera donc dans son bus avec les 11 enfants qu'il avait kidnappés et les emmènera à un des aéroports de New York, où la police arrivera à l'intercepter. Pour ce kidnapping, Rand ne prendra que 10 mois de prison, étant donné que ce kidnapping ne sera pas classé comme tel, mais comme tentative d'enlèvement, donc pas un enlèvement avéré. Et pour ça, Rand n'ira que 10 mois en prison, dans une prison de New York. On est maintenant en 1983. Ça ne fait que 12 jours que Rand est sorti de prison. Bien sûr, il est retourné directement dans les tunnels et dans ses campements de Staten Island, où il est parfaitement en sécurité étant donné qu'il a un espace illimité pour se cacher. Il campe pour l'instant à Byron Beach. Et malheureusement, cette fois-ci c'est Tiahiz Jackson qui va s'évaporer. Elle est née le 5 octobre 1972. Elle est brune, a des yeux marrons. Et ce jour-là, elle avait mis des kikis violets dans ses cheveux. Elle mesure 1m40 et pèse 40 kg.
Elle a aussi des problèmes de santé car elle a de l'asthme et un problème d'apprentissage car elle a un retard mental assez conséquent. On est le 14 août 1983 et il est 13h30. Tia a faim. Elle sort donc s'acheter des ailes de poulet au supermarché qui est juste à côté de l'hôtel où elle réside avec sa maman et sa famille. Sa famille habite pour l'instant au Mariners Arbor Hotel car leur appartement a brûlé. Tia part donc s'acheter ses ailes de poulet et sa mère, lorsqu'elle ouvre la porte, se réveillera. Sa maman travaille de nuit, donc forcément elle est encore en train de dormir à cette heure-ci car elle rentre tout juste du travail. À 16h30, la maman de Tia se réveille et constate que sa fille n'est toujours pas rentrée. Elle commence alors à s'inquiéter, ça fait quand même 3 heures que sa fille lui a dit qu'elle partait chercher des ailes de poulet. La police envisagera la piste familiale, bien sûr, comme souvent, et mettra sa mère et son oncle sous détecteur de mensonges, appelé aussi polygraphe. Tous les deux le réussiront et seront donc retirés de la liste des suspects. Un portrait de Tia circulera disant qu'elle était brune aux cheveux marrons et que ce jour-là, elle portait un jean bleu, des chaussures bleues assorties avec des papillons dessus et un sweat blanc. Elle portait aussi apparemment une bague papillon et un bracelet en argent. Tia est reconnaissable car son œil gauche est tourné vers l'extérieur. Malheureusement pour Tia, la police ne recevra jamais de renseignements. Sa mère dira avoir vu un homme traîner sur le parking qui était un peu louche quelques jours avant la disparition de Tia, y compris le jour de sa disparition. Le matin, quand elle est rentrée du travail, cet homme était sur le parking. On lui présentera le portrait robot qui avait été fait au moment de la disparition d'Ethel et elle confirmera que l'homme ressemble énormément à celui qu'elle a vu traîner sur le parking. Serait-ce Rand qui campait à ce moment-là à seulement 1 kilomètre de l'hôtel de Tia? Ça malheureusement ce ne sera pas prouvable, car Tia, après sa disparition, ne sera jamais revue et son corps ne sera jamais retrouvé. Tia n'avait que 11 ans. Henry Gafforio, dit Hank, a 22 ans. Et ce 9 juin 1984, il a très envie d'aller boire un coup en ville. Hank habite à Staten Island, donc il se rend dans des établissements situés sur cette île. Un premier établissement le refusera, car il pensera que Hank était assez imbibé comme ça, alors qu'il n'avait pas bu une seule goutte d'alcool, pour la simple et bonne raison que Hank, qui a 22 ans, a la mentalité affective d'un enfant de 15 ans et a beaucoup de mal à s'exprimer. Donc forcément, le barman s'est dit que l'homme avait déjà assez bu. Après s'être fait refuser du premier établissement, Hank ira au Spa Lounge, où il restera jusqu'à la fermeture à 4 heures du matin. Comme vous l'imaginez, il a bien arrosé sa soirée. Le lendemain, ses parents l'ont porté disparu car il vivait avec ses parents au 99 Eberton Avenue et que ceux-ci, ne le voyant pas rentrer, se sont fortement inquiétés. Ce jour-là, Hank portait des sneakers blanches, un jean bleu et un t-shirt rouge et blanc. Certains témoins diront avoir vu Hank dîner au restaurant avec un homme. Hank n'était pas très grand. Il faisait 1m60 pour 56 kg. Il était donc petit et léger, et de surcroît imbibé d'alcool, ce qui en fait une proie parfaite pour un agresseur qui peut arriver à le maîtriser assez facilement malgré ses 22 ans. Le portrait qui a été montré pour toutes les disparitions de Staten Island sera présenté aux témoins ayant vu Hank avec quelqu'un au restaurant. Ils confirmeront que, effectivement, ça correspond bien à l'homme qu'ils ont vu. Malheureusement, Hank ne sera jamais retrouvé, ni lui, ni son corps. Et l'homme du portrait robot restera pour l'instant inconnu. On arrive maintenant à la disparition de Jennifer Schwager. Jennifer Schwager a 12 ans, et on est le 7 juillet 1987. Elle vit elle aussi sur l'île de Staten Island avec une famille composée de son père Kenneth, sa maman Karen et son frère de 17 ans. Ce jour-là, on est en plein été et il fait chaud. La maman de Jennifer a décidé de nettoyer la piscine et donc de la vider. Elle et sa fille sont dans le jardin. Et Jennifer attend que la piscine soit finie aux côtés de sa mère afin qu'elle puisse aller se baigner, car elle a très chaud.
La maman de Jennifer, pour la faire patienter, lui proposera d'aller faire un tour dans le rayon qui lui est autorisé, c'est-à-dire quelques centaines de mètres autour de son habitation. Jennifer a 12 ans, mais elle a un manque de confiance quand elle est à l'extérieur de chez elle. En effet, elle est atteinte de trisomie 21 et ses parents l'encouragent à faire des choses seule afin qu'elle développe une confiance en elle. Ce qui a extrêmement bien marché, puisque Jennifer est devenue une habituée du quartier entre guillemets et de ses habitants. Les commerçants la connaissent tous, car elle vient souvent acheter des sodas. Jennifer est décrite comme très polie et gentille. Elle part donc seule comme souvent, mais une fois la piscine finie, sa maman ne la voit pas revenir. Elle commence à s'inquiéter et va faire le tour du quartier, mais elle ne retrouve pas Jennifer. Alors paniquée, elle appellera la police, qui viendra tout de suite. Une fois arrivée sur place et au courant de la situation, les recherches débutent. 2500 affiches seront imprimées avec la photo et la description de Jennifer afin d'aider à la retrouver. Beaucoup de bénévoles viendront aider les parents. Jennifer étant atteinte de la trisomie 21, une association composée de parents, d'enfants ayant cette maladie viendra prêter main forte aux parents de Jennifer. Il y a aussi beaucoup de parents de Staten Island qui se déplaceront, car à force, ça fait quand même beaucoup de disparitions sur une si petite île et tout le monde commence à en avoir marre. Tout ce petit monde se joindra donc aux recherches pour aider les pompiers, les policiers, les chiens renifleurs, les hélicoptères qui ratissent tout Staten Island, des tunnels en passant par la forêt, les bâtiments de Willowbrook qui viennent juste d'être vidés et tout ce qui peut être autour de cet endroit. Des témoins ont vu Jennifer main dans la main avec un vagabond, ce qui donne l'espoir aux enquêteurs autant qu'à sa famille que Jennifer se soit juste perdue. Ce vagabond, d'une façon assez inquiétante, ressemble assez au portrait robot qui a été présenté lors des dernières disparitions. Malheureusement, le corps de la pauvre Jennifer Schwager sera retrouvé 35 jours après sa disparition. Ce jour-là, des pompiers bénévoles ratissaient la forêt de Willowbrook afin de trouver la petite Jennifer. Et ils sont arrivés sur une parcelle de terre meuble qui leur semblait avoir été retournée. Quand ils se sont approchés de cette parcelle, ils ont vu un petit pied dépasser de la terre et ont alors commencé à creuser et ont découvert une jambe. À la découverte de cette jambe, ils ont appelé la police qui s'est déplacée pour faire retirer le corps de Jennifer et l'emmener à autopsie. Ils ont aussi retiré une partie de la terre qui entourait le cadavre de Jennifer afin de pouvoir la faire analyser. On ne sait jamais au cas où il y aurait des preuves. Jennifer sera retrouvée nue et ses vêtements ne seront jamais retrouvés. Malheureusement et tristement, après 35 jours en forêt, la fillette de 12 ans est en état avancé de décomposition et aucune preuve d'agression intime ne pourra être réellement apportée. Par contre, ce qu'on a pu prouver, c'est qu'elle a été étranglée. Et même si aucune preuve n'a pu être apportée quant à l'agression intime de Jennifer, le fait que son corps ait été retrouvé nu laisse malheureusement envisager le pire. Le jour même de la disparition de Jennifer, les recherches n'ont pas arrêté tout de suite. Car en effet, les bénévoles voulaient voir si par hasard ils ne pourraient pas retrouver les autres disparus dans les environs. Alors ils ont commencé à fouiller la forêt. Et là, à quelques mètres de la tombe improvisée de Jennifer, ils sont tombés sur un homme. Cet homme, c'est Rand, qui a été trouvé sur un de ses lieux de camping. Alors il a été arrêté et emmené au poste de police pour éclaircir la situation et être sûr que cet homme ne pouvait pas être celui qui avait kidnappé Jennifer. En se penchant un peu sur le passé de Rand, ils découvrirent son casier, et son casier qui était malheureusement souvent en rapport avec des agressions d'enfants. Ils découvrirent aussi que Rand avait travaillé à Willowbrook pendant 2 ans. Après la découverte de ces informations, les enquêteurs ont convoqué les témoins qui avaient dit avoir vu Jennifer partir avec un vagabond, et Rand a été formellement reconnu par les témoins. Pareil pour les témoins des autres affaires, ils l'ont tous formellement reconnu. Ça y est, on tient enfin l'homme du portrait robot. Les enquêteurs eurent beau fouiller les terrains autour de Willowbrook, la forêt, les bâtiments abandonnés, les tunnels, ils ont eu beau tout retourner, ils ne trouvèrent aucune autre preuve, aucun autre corps, rien. Mais au moins, le lien entre toutes les disparitions avait été fait, et ce lien, c'était Rand.
Rand se trouvait sur plusieurs lieux de disparition, Rand avait été vu avec plusieurs témoins, Rand squattait la forêt de Willowbrook depuis plusieurs années dans différentes caches qui s'étaient aménagées, y compris des tunnels, et il avait travaillé à Willowbrook pendant 2 ans. Il connaissait extrêmement bien les lieux, il ressemblait au portrait robot, et il avait eu par le passé une Volkswagen verte, la même Volkswagen qui avait été vue quand Holly avait été kidnappée. À tous ces témoignages s'ajoutera celui du révérend Musket. Le révérend Musket était tenu par le secret confessionnal et n'avait donc pas pu révéler ce que Rand lui avait déclaré. Mais là c'est différent. Le corps de Jennifer a maintenant été retrouvé et il est donc sûr que les aveux de Rand sont vrais. Le révérend déclarera que Rand avait habité à plusieurs reprises chez lui pendant quelques jours afin de se mettre à l'abri dans un endroit chaud. Et ce révérend Musket déclara qu'un soir, Rand lui avait avoué avoir kidnappé et étranglé Jennifer avant de l'enterrer dans la forêt de Willowbrook. Tout cela bien avant que le corps de Jennifer ne soit récupéré, étant donné que Rand a été arrêté le soir même, le jour de la découverte du corps de Jennifer. Rand expliquera au révérend que quand il était petit, il avait eu un retard de développement et a été beaucoup raillé par ses camarades et pense maintenant que les handicapés sont mieux morts que vivants. Il lui dira aussi qu'après son passage à Willowbrook, il estimait que les personnes en situation de handicap mental ne valaient pas la peine de vivre et devaient être éradiquées du monde car ils étaient un poids pour le monde. Pour Rand, il valait mieux les tuer. Avec toutes ces déclarations et tous ces témoins, un procès va enfin avoir lieu, mais seulement dans le cas de Jennifer, car seul son corps a été retrouvé. Alors en 1988, après un procès assez long, Rand prendra 25 ans de prison pour l'enlèvement de Jennifer Schwager. Il ne sera pas reconnu coupable de meurtre, car le jury n'a pas pu statuer sur le meurtre étant donné qu'il manquait de preuves. Ils ont donc préféré laisser tomber cette charge et condamner Rand pour enlèvement seulement. Rand, une fois en prison, se fera ami avec son codétenu et lui parlera énormément sans savoir qu'il est sur écoute. On est maintenant en 2002 et il avouera à son codétenu qu'il a tué et kidnappé la petite Holly Ann 6 ans plus tôt, qu'il l'a étranglée et tuée et enterrée quelque part sur l'île de Staten Island, encore une fois dans la forêt qui borde Willowbrook. Les enquêteurs, après avoir entendu les aveux de Rand sur l'enregistrement, sont allés fouiller tous ses campements dans la forêt et aussi la fameuse Volkswagen verte que beaucoup de témoins avaient dit avoir vue le jour de la disparition de Holly Ann. Malheureusement, vous vous en doutez bien, après 6 ans passés, il n'y a plus aucune preuve, ni dans les campements, ni dans la Volkswagen. Par contre, les témoins qui avaient vu Holly Ann monter dans cette fameuse Volkswagen reconnaîtront Rand non seulement sur le portrait, mais lors d'un tapissage, donc c'est-à-dire directement au poste de police, derrière une vitre teintée, avec plusieurs personnes qui se ressemblent, ils vont reconnaître Rand tous. La maman de Holly Ann sera elle aussi convoquée afin qu'elle puisse entendre la voix de Rand et qu'elle dise si c'est la même voix que la personne qui a appelé le jour de la disparition d'Holly Ann pour essayer d'échanger la libération de la gamine contre des faveurs sexuelles de la part de la maman filmée. La maman de Holly Ann, quand elle arrivera, reconnaîtra immédiatement la voix de Rand. Elle en est sûre, c'est lui qui a appelé. Et même si Rand a nié aussi fort qu'il a pu, à un moment ou à un autre, il a été obligé d'avouer une partie de la vérité. Il avouera donc que ce jour-là, il a bel et bien croisé la petite Holly Ann qui allait acheter du savon. Il dira qu'il a joué à cache-cache un moment avec l'enfant et qu'ensuite il lui aurait donné un peu de monnaie afin qu'elle puisse aller s'acheter du savon car, je le cite, elle était sale. C'est bizarre, non, cette histoire de savon? Personnellement, ça m'a tout de suite tiqué. Il a parlé d'avoir donné de l'argent à Holly pour qu'elle puisse aller s'acheter du savon, alors que c'était exactement ce que la petite était censée faire ce jour-là. C'est quand même une drôle de coïncidence, je trouve. Et c'est pas la seule coïncidence que j'ai relevée. Autre coïncidence que j'ai remarquée, toutes les disparitions ont eu lieu en été. Je sais pas si c'est réellement une espèce de signature,
parce que j'ai vu ça marqué nulle part dans aucun des articles que j'ai pu lire sur toutes ces disparitions et sur Rand. Mais en faisant mon écriture, je me suis bien rendu compte que toutes les gamines ont disparu en été, et j'ai trouvé ça réellement bizarre. Les seules personnes qui ont disparu à une autre période de l'année étaient les adultes. Alors, est-ce que c'est une grosse coïncidence et je me trompe complètement, ou alors est-ce que c'est comme s'il y avait un espèce de signal qui s'allumait dans la tête de Rand en été et qui le poussait à enlever des enfants à ce moment-là? C'est possible. La deuxième possibilité serait que ce serait tout simplement plus pratique pour Rand d'enlever des enfants en été, étant donné qu'en été, il y a quand même moins de monde à l'extérieur dû à la chaleur, les gens restent chez eux, ce qui fait que forcément, il y a beaucoup moins de témoins et que c'est plus facile d'enlever quelqu'un. En 2004, malgré le fait que l'avocat de Rand ait essayé de traiter les témoins de menteurs ou alors a essayé de leur dire qu'ils se trompaient, Rand a été condamné pour la disparition de Holly Ann à 25 ans supplémentaires de prison. Normalement, Rand ne sera éligible à une liberté conditionnelle qu'en 2037. Et encore, ça c'est si on veut bien le laisser sortir. Malheureusement pour la petite Holly Ann, son corps ne sera jamais retrouvé. On a eu beau retourner toute la forêt Staten Island, toutes les disparitions resteront non élucidées. Pour ma part, je trouve ça affligeant que Rand ait réussi à se cacher pendant plus de 15 ans sur un terrain qui fait certes plusieurs hectares, mais où il y a eu plusieurs disparitions. Il avait des tunnels, il avait un campement, mais il est quand même pas invisible. Moi, je vous avoue que 15 ans à se cacher comme ça au milieu de toutes ces disparitions avec le casier qu'il avait, je comprends vraiment pas comment il a fait. Après, c'est sûr qu'avec le nombre de plans qu'il avait, il devait être réellement difficile à retrouver. Mais maintenant, au moins, il est en prison, et il risque plus de faire de mal à personne, et ça me rassure. Il y a eu beaucoup de disparitions non élucidées à Staten Island, et quand la police l'a pris en train de parler avec son co-détenu et a pris les enregistrements, Rand se comparait à Ted Bundy. Ted Bundy a fait 30 victimes. Alors, est-ce qu'il se comparait à Bundy par rapport au nombre de victimes? J'espère vraiment pas, parce que vu le nombre de disparitions qu'il y a eu autour de Staten Island, réellement, il aurait pu atteindre le chiffre de 30 sans aucun problème. Je trouve sa façon de penser sur les personnes souffrant de handicap mental totalement écœurante. Et ça, couplé à son penchant pour les enfants, bon, franchement, cet homme-là me donne envie de vomir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et si la vidéo vous a intéressé, aidez-moi avec un petit pouce et abonnez-vous. En attendant la vidéo de vendredi prochain à 18h30, prenez bien soin de vous.